Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Eurobois 2018. Et pour cette deuxième émission de la matinée, nous allons parler de l'évolution de la ressource. Nous allons parler forêt. Avec moi, monsieur Jean-Luc Bugnot, bonjour. Prenez votre micro. Bonjour, pardon. C'est pas grave. Vous êtes président des experts forestiers de la région Rhône-Alpes, c'est ça? Exactement. Ça consiste en quoi? Eh bien, les experts forestiers font des expertises, des estimations, comme leur nom l'indique, mais beaucoup d'entre nous faisons principalement de la gestion de bois et forêts privés pour des propriétaires. Donc, dans ce cadre-là, nous établissons des plans simples de gestion et nous les mettons en œuvre. Okay. À côté de vous, monsieur monsieur Loïc Cassé, vous êtes coordinateur général de Silvact. Tout à fait, bonjour. Donc, Silvact, c'est une association qui accompagne les propriétaires forestiers, publics ou privés, dans leurs investissements forestiers. Tout ça en rapport avec les territoires locaux. Donc, on est une structure qui a pour objet d'accompagner financièrement des propriétaires forestiers dans des logiques d'investissement et donc de gestion de leur peuplement forestier. Gestion de leur peuplement forestier, ça se passe sur toute la France ou c'est international? Aujourd'hui, c'est sur Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, d'accord. Donc vous avez vocation peut-être à vous développer. Tout à fait. En face de vous, monsieur François-Xavier Nicot, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'Office national des forêts, direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes. Présentez-nous rapidement l'Office national des forêts. Donc l'Office national des forêts qui gère les 4 millions d'hectares de forêts publiques en France, 600 000 hectares sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous nous chargeons pour le compte de l'État et des collectivités de mettre en œuvre la gestion forestière et la vente des bois. Alors, je vais vous demander un peu à chacun de faire, on va faire le point, on va se dire là où on en est aujourd'hui et on va voir quels sont les enjeux de cette ressource. Et on va commencer par vous, monsieur Cassé. Je voudrais que vous me plantiez le décor et que vous nous disiez un petit peu quels sont les enjeux auxquels la forêt doit faire face aujourd'hui dans notre pays. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que la forêt française est importante, troisième surface forestière au niveau européen, que c'est une forêt qui gagne des superficies chaque année, mais qui aujourd'hui est confrontée à trois grandes problématiques ou grands enjeux, c'est suivant. Le premier qui est des besoins en bois, et pour les forestiers que nous sommes, c'est une excellente nouvelle, donc des besoins en bois de production, qu'il s'agisse de bois d'œuvre pour la construction, mais de bois énergie aussi. Le deuxième enjeu est l'enjeu du changement climatique, qui aujourd'hui pose deux questions sur ces massifs forestiers. La première qui est comment adapter nos forêts au changement climatique, c'est-à-dire conserver des forêts en capacité de produire du bois durablement, et en tout cas dans les pas de temps qu'on connaît en forêt, on ne travaille jamais en dessous de 50, 60, voire 100 ans. Lié à ça aussi, la capacité de forêt à absorber le carbone atmosphérique, qui est ce qu'on appelle l'atténuation. Donc c'est un enjeu aujourd'hui d'arriver à conserver ce fameux puits de carbone forestier qui est important en France. Et puis le dernier enjeu, c'est celui effectivement des attentes de la société aujourd'hui sur la forêt, des attentes qui sont larges, des fois contradictoires. On veut plus de bois dans la construction, plus de bois pour l'énergie, mais on ne veut pas forcément voir trop de bois coupé, ou on ne veut pas forcément voir certains types de peuplements forestiers qu'on peut connaître. Donc à cela s'ajoutent des enjeux locaux de préservation des paysages, tout ce qu'on peut connaître, d'accueil du public aussi. Donc voilà le décor aujourd'hui de cette ressource, de cette forêt française, qui est donc au cœur de nombreux enjeux et pour lesquels les forestiers doivent aujourd'hui faire preuve d'audace, d'ambition, mais aussi de réserve sur certaines solutions à apporter, ne pas aller trop vite sur leurs actions. Voilà, et probablement faire de l'explication. Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord sur ce diagnostic? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, par exemple? Tout à fait d'accord. C'est vrai que l'enjeu de la mobilisation des bois pour approvisionner la filière est un enjeu structurel qui appelle l'action du forestier dans sa finalité, et que prendre en compte et les attentes de la société et les évolutions du changement climatique avec son lot d'incertitudes, c'est ce qui constitue l'ambition première des forestiers. De votre côté, qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez cette forêt changer? Oui, j'ai un peu d'expérience et effectivement en forêt privée que je connais mieux,
des évolutions ont eu lieu dans les dernières décennies. Beaucoup de propriétaires sont effectivement plus impliqués dans la gestion qu'ils ne l'étaient autrefois, mais il y a le problème de morcellement de la propriété qui demeure et qui est un vrai problème pour mobiliser plus de bois, quelle que soit la gestion qu'on pratique. D'accord. Alors maintenant qu'on a planté un petit peu le décor, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir, par exemple, si on parle de changement climatique, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui du changement climatique? Et aujourd'hui, on voit qu'on a une pression de plus en plus forte sur certaines essences qui, malheureusement, sont celles qui aujourd'hui sont plébiscitées par l'industrie, notamment l'épicéa, le sapin et le chêne, par exemple, qui, dans beaucoup de zones, aujourd'hui, subissent les épisodes de sécheresse à répétition qu'on a, ou des épisodes de parasites, d'attaques parasitaires. On connaît ça aujourd'hui dans les Alpes à une échelle assez importante, qui a nécessité des actions d'urgence très fortes, avec les dégâts des scolites, et donc les arbres qui ont pu sécher sur pied dans ces zones, qui derrière créent toute une série d'incidences qui sont que, bien sûr, le bois est mort, mais derrière, les autres rôles de la forêt, qui étaient d'assurer la protection contre les risques naturels, de limiter le risque incendie, enfin, tout ça est lié et du coup aboutit à des problématiques qui vont en s'amplifiant. À l'ONF, est-ce qu'on a fait des études? Est-ce qu'on constate une évolution de la forêt telle qu'elle était il y a 20, 30 ou 40 ans par rapport à aujourd'hui? Oui, on constate un certain nombre d'effets des épisodes climatiques sur les peuplements forestiers, particulièrement en montagne, parce qu'en fait les évolutions altitudinales sont bien plus rapides que les évolutions latitudinales, c'est-à-dire que l'évolution du climat vers le nord, du sud vers le nord, est bien plus lent que l'évolution du climat de bas vers le haut dans les montagnes. Et donc on voit effectivement des essences forestières qui sont mises en péril de certaines conditions qui leur permettent de pousser. Et ce péril se traduit par des faiblesses que les arbres expriment, et ces faiblesses sont ensuite suivies très généralement par des attaques parasitaires d'insectes ou de champignons. Donc on voit des effets sur l'épicéa, sur le sapin, particulièrement dans le sud de la région, où ces sapins avaient pris place depuis quelques centaines d'années, et voilà que cette place, ils n'arrivent pas à la conserver. Ils sont affaiblis. Donc voilà, ça c'est la manière dont l'homme essaye de l'expliquer, avec beaucoup d'humilité, mais oui, on le voit remonter. On voit aussi des effets sur des essences forestières qui nous semblaient bien plus résistantes, mais les effets qu'on peut noter sur le frêne, toutes les maladies qu'on a sur le châtaignier. Quel est leur lien avec le changement climatique? On ne saurait trop le dire. Ce qu'on constate, c'est que le faisceau d'incertitude et le faisceau de risque augmente et pèse sur ces équilibres forestiers. De votre côté, que constatez-vous auprès de vos propriétaires en termes de changement de la forêt? Eh bien, effectivement, tous ces problèmes, on doit y faire face, nous, en tant que gestionnaires. Et enfin, on va peut-être venir sur le sujet, mais je pense qu'un des moyens les plus efficaces, sans doute, sinon les plus sûrs, de gérer ces risques, oui, c'est effectivement de maintenir des forêts dans un état mélangé de structures diverses, de manière à permettre à un certain nombre d'essences de cohabiter, un certain nombre à l'intérieur d'une même essence de différents âges de cohabiter, de manière à être mieux à même de faire face à ces maladies, à ces champignons. Alors, on va y revenir effectivement, mais avant, je voudrais qu'on parle du besoin de l'industrie. Nous sommes au sein d'Eurobois, et on voit bien qu'on va avoir besoin de bois, qu'on en a de plus en plus besoin. Est-ce que on a dressé donc un peu ce qui se passait avec le réchauffement climatique. Je voudrais qu'on fasse la même chose avec les besoins des industriels. Est-ce que ces besoins ont changé, ont évolué? Et si oui, comment et quelles conséquences pour la forêt? Oui, on a noté que les besoins de l'industrie ont changé, particulièrement en lien avec leurs outillages industriels. C'est-à-dire que l'industrialisation, justement, de cet outillage
a amené un certain nombre de normalisation des différents produits, tandis que la tradition de scieur prenait à peu près tout ce qui venait, et puis il y avait le talent du scieur pour scier tout ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, et c'est légitime parce que la demande du consommateur est précise, liée à la construction, à des normes dans la construction. Donc nous, forestiers, il faut qu'on s'adapte à ces demandes. Et il faut qu'on s'adapte en étant en capacité de fournir des produits forestiers qui peuvent entrer dans ce cycle industriel, tout en étant soucieux que la filière bois étant aussi diverse que les forêts, il faut être aussi en mesure d'approvisionner l'ensemble des autres acteurs de la filière. Donc on note cette évolution, on la note avec satisfaction. La demande augmente et c'est une bonne nouvelle pour la forêt. Et ça veut dire qu'on ne va pas couper le même type de bois qu'on coupait auparavant ? On ne va pas tout à fait couper les mêmes types de bois qu'auparavant. On va avoir des questions de qualité des arbres, de taille des arbres, de modalité de les mobiliser dans les forêts pour les amener à l'industrie, qui ont évolué et qui nécessitent des adaptations de la part des forestiers. Sur ce constat, sur ce qu'on vient de se dire, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Disons, l'échelle de temps à laquelle, la projection que font les industriels et les forestiers, les gestionnaires forestiers, n'est pas toujours à la même échelle de temps. Mais c'est le problème, une partie du problème vient de là. Je pense que la forêt ne peut évidemment pas s'adapter au rythme des nouveaux produits qui apparaissent sur le marché, mais qu'en revanche, en maintenant justement des forêts diversifiées, les propriétaires, quels qu'ils soient, publics, privés, sont en capacité de mettre sur le marché un ensemble de produits qui correspondent à la demande. Voilà, donc là, on va pouvoir se faire rencontrer, on va dire, le besoin et la ressource. Il faut que chacun s'adapte, évidemment. Il faut que chacun s'adapte. Sur le sujet, est-ce que vous voulez aller un peu plus loin ? Nous, effectivement, structures qui accompagnent l'investissement et du coup les choix de gestion des propriétaires forestiers, ce qu'on constate effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les objectifs qu'on donne au peuplement forestier sont un peu différents de ceux qu'on pouvait connaître. Un exemple qui peut illustrer ça, toujours dans les Alpes, c'est que pendant très longtemps, on produisait ce qu'on appelle des gros bois, des très gros bois, donc c'est-à-dire des arbres de fort diamètre, qui aujourd'hui, par l'évolution du tissu industriel, des machines qui sont apparues, n'arrivent pas forcément à absorber ces bois caractérisés par des grands diamètres et donc des volumes importants. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce qui est bon aussi par rapport à la question du changement climatique, on essaye d'aller sur des rotations de peuplement forestier un peu plus courtes, c'est-à-dire essayer de produire du bois un peu plus vite, qui n'aura pas forcément le même diamètre, pas forcément les mêmes caractéristiques mécaniques, mais qui aura la qualité d'être, je dirais, compatible effectivement avec l'outil. C'est pour ça que c'est important de garder des peuplements effectivement mélangés et aussi d'être assez précis sur les arbres sur lesquels on va faire porter l'investissement, qui peut être notamment de l'élagage, puisque c'est un des principaux facteurs, je dirais, pour hausser la qualité d'un bois de manière générale. Et à ce titre-là, c'est important d'avoir bien conscience de cet écart entre les rythmes de la forêt et les rythmes de l'industrie. On est très heureux aujourd'hui de pouvoir sortir d'une grande forêt domaniale, ça s'appelle la forêt de Troncée, des chênes de très belle qualité qui servent pour faire des tonneaux de très belle qualité, qui servent à faire du vin de très bonne qualité. Mais ces chênes avaient été prévus par leur fondateur pour faire des bateaux. Il avait prévu bateau, il avait pensé chêne. Mais quand ces chênes sont arrivés à maturité, c'était plus des bateaux qu'on faisait, c'était des tonneaux. En prenant cette image un peu simplifiée, c'est la responsabilité des forestiers, une responsabilité collective, d'avoir en permanence des forêts diversifiées, répondant aux besoins d'aujourd'hui et prévoyant les besoins de demain. Et en les prévoyant pas forcément ce qu'ils sont. Exactement. Donc le mélange, la multiplicité des essences, la diversité des espaces et des types de bois, des types de peuplement, c'est ça qui donnera durablement des disponibilités pour la filière. Alors, avant de voir comment sera notre forêt et ce que vous souhaitez pour elle et la manière dont on va faire évoluer les ressources, j'aimerais que rapidement on parle aussi de l'image de la forêt dans le grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la forêt a une très bonne image. Il y a des films, il y a des
des livres sur le sujet, mais en même temps, les personnes nous disent ah ben non, il ne faut pas couper le bois. C'est-à-dire, on veut du bois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc sur cet aspect grand public, est-ce qu'il y a de l'éducation à faire? Comment vous voyez, comment parler de la forêt au grand public qui aime aller en forêt et qui n'aime pas qu'on coupe des arbres? Bien, je dirais que c'est aussi une des missions effectivement qu'on porte dans Silvact, c'est d'expliquer que la gestion d'une forêt passe aussi par la coupe des arbres. Il y a des stades de développement dans un peuplement forestier et qui passent nécessairement par un renouvellement de cette forêt. Et quand on dit qu'aujourd'hui il faut reboiser une forêt, reboiser ça veut dire qu'au préalable il y avait déjà une forêt. Donc on reconstitue un peuplement forestier. Donc la coupe des arbres est un processus, je dirais, biologique, qui dans la nature, c'est la mortalité de l'arbre. Là, on le coupe parce qu'on destine l'arbre à une utilisation particulière, qui a un effet carbone, là aussi très important, hors de la seule parcelle forestière. C'est-à-dire que le bois, une fois qu'il est coupé et qu'il est dans cette table, eh bien, c'est du carbone qui est stocké encore pendant toute la durée de vie de cette table. Et quand cette table arrivera en fin de durée de vie, ce bois va être transformé en panneaux de particules, en plaquettes forestières et injecté dans la filière énergie. On aura économisé du pétrole. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la filière forêt-bois, c'est un cycle aujourd'hui qui a le mérite de pouvoir être durable et de pouvoir continuer. Et c'est pour ça que cette notion de valorisation du bois est très importante, parce qu'elle sous-tend toutes les logiques d'investissement et donc de renouvellement de ces parcelles de forêt. Et donc c'est des choses, c'est à bien faire comprendre à tout le monde que la forêt a son importance et qu'on peut et qu'on doit la couper pour la régénérer, c'est ça? Après, voilà, il y a bien sûr des pratiques de gestion aujourd'hui dans des massifs sous tension très forte qui, pour nous forestiers, qu'est-ce qu'une mauvaise pratique d'exploitation? C'est quand la coupe des bois va faire baisser la capacité du peuplement forestier à se reconstituer. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact sur, par exemple, la fertilité des sols, parce que le sol aura été tassé ou qu'il aura été travaillé de telle sorte que quand on a sorti les bois, eh bien, on n'aura plus forcément la même capacité à produire ce bois qu'on avait eu jusqu'alors. Donc ça serait une mauvaise pratique de gestion d'un point de vue forestier. Donc effectivement, il y a différents niveaux d'exploitation et de gestion de ces forêts. Donc maintenant, on va se poser la question de savoir comment aider les forestiers, comment vous les aider à s'adapter à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire aux besoins du public, à l'industrie, au changement climatique, et évidemment, pour eux, il va falloir valoriser cette forêt. Donc comment vous les aidez? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui est le mieux pour gérer cette forêt? Chacun son tour. Je pense que c'est un avis personnel, évidemment, que je partage avec un certain nombre de gestionnaires forestiers, mais je reviens à ce qu'on disait initialement. Je crois que on peut concilier un certain nombre de choses en gérant les forêts dans un système de couvert continu. C'est-à-dire en évitant, lorsqu'on le peut, mais ce n'est pas toujours possible et parfois ce n'est pas souhaitable, d'éviter de faire des coupes à blanc. Je pense que vraiment, en adoptant ce système de gestion, on maintient des écosystèmes en bonne fonction, on protège les sols, on apporte des recettes aux propriétaires forestiers, qu'ils soient publics ou privés, et on diminue les risques qui sont liés au changement climatique, justement parce qu'on maintient sur une même parcelle un mélange d'essences, de stades de développement qui permet de mieux faire face en cas d'accident, d'ailleurs qu'il soit économique ou sanitaire. Et un certain nombre de gens considèrent que c'est un bon système. À l'ONF, sur cette question, je pense que vous êtes un peu sur la même ligne. Oui, tout à fait, à une échelle plus générale, c'est-à-dire d'assurer en permanence les capacités de production de la forêt, s'assurer qu'en chaque point, on puisse continuer à produire du bois et à renouveler la forêt. C'est le leitmotiv du forestier. Qu'est-ce qui permet d'assurer le renouvellement de la forêt pour que dans 50, 100, 150 ans, on ait encore du bois qui puisse servir la filière? On est dans cette dynamique-là. On est dans le questionnement sur les effets du changement climatique. On commence à avoir des débuts de réponse sur notamment la valorisation du patrimoine génétique de certaines essences qui résistent, en disant voilà, celles qui résistent à ces événements climatiques, utilisons-les pour renouveler les forêts naturellement. Voilà, la réponse
au changement climatique, à l'évolution de la ressource, elle est dans la forêt, et à nous de la découvrir. Sur cette question de la forêt, vous êtes aussi sur cette ligne-là, ce que vous conseillez aux forêts? Oui, effectivement, le cœur de notre action rejoint ces éléments. Moi, j'irai un petit peu plus loin en disant qu'aujourd'hui, le forestier est bien seul face à ses choix et que la société, les industriels, tout le monde lui demande des choses différentes. Et quand l'heure des choix arrive et qu'il faut investir, donc potentiellement choisir d'injecter de son argent dans son patrimoine forestier, c'est des choix difficiles. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de l'association Silvact, c'est d'accompagner ces propriétaires en leur disant vous faites l'effort de vous engager dans des itinéraires de gestion qui ne sont pas forcément les plus économiquement rentables, mais qui permettent de répondre à un large panel d'attentes, bien sûr économiques aussi. Donc ça se justifie qu'une association comme Silvact, reconnue d'intérêt général, participe, ou en tout cas prenne une partie de cette charge d'investissement parce que vous prenez une décision dans le choix de gestion de votre forêt qui bénéficie à l'intérêt général. Donc aujourd'hui, voilà, je crois que c'est ça la finalité, c'est que le gestionnaire conseille, mais le propriétaire derrière pose son choix de gestion et c'est là où il faut ouvrir ses capacités. Voilà, et cette gestion de la forêt nous permettra de répondre à nos 3 axes. Alors, je pourrais aller me promener en forêt, dans une forêt diversifiée. Avec cette forêt diversifiée, je pourrais répondre aux industriels qui ont besoin d'avoir des bois de qualité pour pouvoir construire ou autre. Et je pourrais répondre aussi au risque du changement climatique. Tout à fait, et ça c'est Si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est le grand concept de la multifonctionnalité des forêts, c'est-à-dire leur capacité à répondre à différents services, y compris production de bois, mais d'autres services associés à ça. Ce sera ma dernière question. Les industriels, quand vous leur dites ça, est-ce qu'ils comprennent ce discours? Parce que bon, aujourd'hui, on voit bien, il y a beaucoup de Douglas qui a été planté il y a une cinquantaine d'années. Moi, je viens d'une région, le Jura, où on voit beaucoup de forêts de sapins qui ont été plantées. C'est rapide, ça va vite, et c'est immédiatement rentable pour le propriétaire, et puis pour l'industriel, il peut vite s'en saisir. Est-ce que c'est quelque chose que l'industriel peut comprendre de cette multiplicité? Est-ce que ça a vraiment un intérêt pour lui? Bon, les besoins d'un scieur de chêne ne sont pas les mêmes que ceux d'une scierie plus importante dans le Morvan qui utilise du Douglas. Donc il faut faire la part des choses suivant les essences. Mais oui, je pense qu'au-delà du discours que peuvent avoir les uns et les autres, tout le monde se rend bien compte qu'il faut du temps pour produire un chêne, pour produire un Douglas. Et si on veut produire des arbres de qualité qui répondent effectivement aux besoins de l'industrie, eh bien, il y a un temps nécessaire auquel tout le monde doit s'adapter. Sur cette question, ce sera une conclusion. Oui, on est confiant dans cette capacité d'écoute et de dialogue au sein de la filière. Cette capacité, elle est présente. On partage dans ce monde de la filière une culture autour de la forêt et du bois. C'est une certaine noblesse autour de ce matériau que nous gérons tous ensemble. Donc, au-delà de telle ou telle évolution technologique, de machinerie, de pratiques sylvicoles, tous partagent cette envie de faire en sorte que le bois, matériau noble, plein de vertus, puisse être développé dans son utilisation dans la société, et les forêts puissent être durablement gérées, renouvelées, conservées. Vous aurez le mot de la fin. Vous avez eu le mot du début, vous aurez le mot de la fin. Merci. Non, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter. Forestier industriel, c'est le même combat. Après, c'est sûr que les échelles de temps, la pression peuvent rencontrer les industriels vis-à-vis de leurs approvisionnements et vis-à-vis du rythme de renouvellement des forêts, aujourd'hui, fait craindre effectivement sur certains types de peuplement forestier, eh bien, des creux de production. On connaît ça dans le peuplier, on connaît ça dans le Douglas. Donc c'est aux forestiers aussi d'arriver à remonter en cadence sur cette capacité à reconstituer ces outils de production que sont la forêt. C'est l'extension de la scierie. Merci messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Batijournal TV. Une émission à retrouver sur le site de nos partenaires Eurobois 2018 et France Bois Forêt, et à retrouver évidemment sur Batijournal TV. Merci à vous, au revoir.